fait beaucoup d'erreurs. J'ai créé une chaîne de restaurants à Montpellier, au Millénaire, où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait de l'import-export, j'ai perdu de l'argent. J'ai ouvert 4 agences immobilières, j'ai perdu de l'argent. J'ai acheté un magazine, j'ai perdu de l'argent. Et plus je tombe, plus j'ai envie de me relever. Moi, si tu veux, j'ai une phrase qui est toujours en tête, que je dois me répéter 5 fois par jour, c'est... Salut Florent. Salut. Comment vas-tu? Impeccable, très bien, merci de me recevoir. Avec plaisir, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Le Why. Donc, on s'est rencontrés il y a environ 1 an et demi. On se remémorait ça. Donc, c'était un salon d'investisseurs à Bordeaux. C'était un organisateur, Thibaut, qui avait privatisé le stade des Girondins de Bordeaux. Là, il attendait 10 000 personnes. C'était vraiment très intéressant. Et il y a plusieurs éléments, moi, qui m'avaient marqué, qui m'avaient dit, tiens, j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne. Alors, des fois, ça prend plus de temps. Mais dans ton parcours, il y avait... je vais te présenter dans quelques instants, mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que tu faisais pas ça pour tout ton business, pour forcément que l'argent. On fait ça pour l'argent, mais tu avais un projet humanitaire qui était très pertinent à côté. Et dans le podcast Le Why, ce pourquoi fort, moi, m'avait interrogé. Tu avais pris la parole à un moment pour présenter ton projet, et je me suis dit, il y a quelque chose de différent sur ceux qui disent, tu sais, qu'ils ont un projet fort, qu'ils vont reverser. Dire ça fait rire, faire ça fait taire. Toi, tu étais dans ceux qui font. Et je te remercie. Tu es la première personne qui inaugure notre studio à Montpellier. Donc, ravi vraiment de te recevoir. Est-ce que tu me permets de te présenter? Avec grand plaisir. Donc, après une carrière dans l'armée de terre, tu te retrouves rapidement sur le front de pays en guerre en tant que casque bleu dans des lieux comme Sarajevo ou le Kosovo. En 2002, après 8 ans dans l'armée, tu te lances dans l'investissement immobilier, dans l'immobilier au sens large, avec succès. Aujourd'hui, tu as réalisé, alors est-ce que les chiffres sont peut-être augmentés depuis, mais 259 acquisitions dans toute la France. Tu es à côté de ça multi-entrepreneur, tu as créé WIM, une société qui achète des biens en un clic. On va revenir dessus durant l'épisode. Tu as créé le Tinder des investisseurs immobiliers, donc le Win Club, et tu as fondé Taiwo, le premier jeu mobile qui sauve des vraies vies d'enfants de la malnutrition. On va aussi en discuter. Et tu as gardé comme mantra la devise de ton régime de l'époque, de l'audace, toujours. Est-ce que j'ai fait le tour de ton activité? Ouais, bravo. Ouais, super. Ouais, c'est une bonne synthèse. Très bien. Alors, moi, la première question que je pose toujours aux invités, c'est quoi ta motivation profonde pour faire tout ça? Parce que je suppose qu'avec 259 acquisitions sur le principe, donc c'est sûrement des achats-reventes, puisque tu es marchand de biens, mais tu t'es plutôt mis bien, c'est-à-dire que tu pourrais te dire, ok, j'arrête, je profite tranquillement. C'est quoi ta motivation qui te fait continuer à avancer, à aller voir ce qui se passe ailleurs? Parce qu'on pourrait aussi se dire de manière égoïste, nous on est bien en France, on mange bien, donc pourquoi on va aller se faire chier à regarder la malnutrition ailleurs dans le monde? C'est quoi ta motivation, ton feu sacré? Alors je pense que comme tu dis, il y en a plusieurs, tu vois. La première, je pense que ça vient de blessures, ça vient de l'enfance. Donc je pense un gros manque à la fois affectif pendant l'enfance et un besoin aussi, parce que j'ai vécu dans une famille pas très loin. J'habitais avec mes parents à Palavas-les-Flots, à la Croix-Rouge française. Donc j'ai vécu en plaçant maison d'enfants. Donc je pense que ça vient aussi de l'enfance. Mes parents n'ont pas d'argent et j'ai voulu rapidement m'extraire de cette classe sociale. Et pour te dire que donc l'armée est venue rajouter ce côté humanitaire en tant que casque bleu, puis la Centrafrique a été vraiment un déclencheur pour moi, la malnutrition, l'extrême pauvreté. Et en fait, le jour où j'ai eu l'opportunité de devenir entrepreneur et de commencer par l'immobilier, je me suis dit que de l'audace toujours, quoi. J'oserais toujours des choses pour m'extraire de cette vie sociale, pour pouvoir aider mon prochain, bien évidemment mes enfants, ma femme, tous les gens qui m'entourent. Donc toujours être avec beaucoup d'envie pour pouvoir aider au maximum, quoi. Yes. Et du coup, quand tu rentrais dans l'armée, le fait d'aller faire casque bleu, donc sur des lieux perso que je trouve pas forcément très sexy, tu vois, c'est cette envie d'aller aider les autres aussi, ou c'était là un challenge personnel, un défi d'aller se frotter à mes yeux en tout cas, à l'élite de l'armée, puisque c'est pas normalement c'est quand même pas les plus mauvais qu'on envoie nous défendre, quoi. Ouais, c'est gentil. Ouais. Ça a été déjà un peu une obligation. Je m'étais engagé. C'est vrai que ça s'est fait très tôt. J'avais 18 ans. Et c'est vrai que le fait de devenir un soutien
à la population bosniaque d'avoir ce rôle et cette fierté de porter le casque tout en étant dans un pays en guerre, a nourri quelque chose. Et en fait, on se rend compte que donner, parfois, c'est mieux que de recevoir. Donc, ça a commencé à nourrir mon envie de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir aider. Yes, alors ça, c'est excellent ce que tu dis. J'étais une fois dans un anniversaire d'un pote et je parle d'investissement immobilier avec certaines personnes, d'éducation financière. Tu as bien compris, même en off, que c'est quelque chose que je kiffe vraiment. Et j'ai une femme qui vient me voir comme ça et qui me dit « C'est tout ce que j'aime pas chez quelqu'un. » Et je sentais la bobo, la bobo parisienne. Pour avoir fait 39 ans à Paris, ceux qui nous écoutent et qui sont parisiens, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire la donneuse de leçons qui a son iMac payé par papa et maman, donc c'est toujours plus facile dans ce cas-là. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je me suis pas démonté, du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu me dis ça. Bah, tu parles d'argent, tu parles d'investissement, mais je dis, oui, mais c'est quoi toi, du coup? Qu'est-ce que tu voudrais? Et elle me dit, maman, je veux pouvoir aider les gens. Et je lui dis, ok, mais est-ce qu'on peut aider les gens quand on gagne 0 euros? Ouais, non. Je dis, oui. Donc tu penses pas qu'il faut d'abord gagner de l'argent pour soi? Comme dans l'avion, ça fait rire mes enfants, mais je leur dis, en fait, on met d'abord le max à oxygène aux adultes et ensuite on s'occupe des enfants. Et là, c'est la même chose. Il faut faire attention à nos finances, pour ce que tu fais très bien, pour ensuite pouvoir donner à d'autres personnes. Et elle a changé un peu son regard de donneuse de leçons. Et ça me fait marrer parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est à un moment, oui, c'est pas tabou. Il faut gagner beaucoup d'argent si on veut en reverser. Sinon, l'impact, si tu es au SMIC et que tu dis, ouais, je veux reverser 10% de mon salaire, par exemple, c'est moins sexy que si tu gagnes 50 000 balles par mois, quoi. Ce sont juste des mathématiques. Alors, c'est pas de la provoque. Ouais, et comme tu l'as dit, moi, ça depuis depuis le début, il y a ceux qui parlent, comme tu dis, et ceux qui agissent. Et c'est bien beau de dire que je veux aider, j'ai aidé, voilà, en filant 2-3 euros à droite à gauche. Et il y a vraiment l'intention de réussir pour pouvoir aider de manière plus large. Donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il y en a beaucoup qui parlent, qui veulent aider, et qui feront strictement rien du tout, quoi. On va revenir quand même sur quelque chose qui m'interpelle. T'as un produit marketing, Florent? Non. Parce que une société qui achète des biens en un clic, honnêtement, ça fait rêver. Comment t'es arrivé à faire ça? C'est toi qui es le fondeur, hein, le fondeur principal. Et c'est quoi derrière le modèle que vous faites en quelques mots? Alors, écoute, ça part de loin, ça part du début, quand je commence l'immobilier en 2002, et puis en fait, le jour où arrive le Covid, c'est comme si le jour où on éteint la lumière. Donc dans ma tête, je me dis, j'en ai ras-le-bol de visiter, et deux, je me rappelle que dans mon parcours de 2002 à 2020, j'avais acheté à peu près, je sais pas, peut-être 2-3 opérations chaque année sans visiter. Et je me suis dit, le défi que je peux me lancer, puisqu'on peut plus visiter, c'est de passer au 100%. Donc, du coup, j'ai dit, je veux créer une appli. On m'a dit, ouais, ça va être long, compliqué. Je veux créer une application mobile pour acheter sans visiter. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça. Et du coup, on est venu sur le slogan. Au départ, c'était l'application qui achète vos maisons avec ou sans terrain en un clic. Et maintenant, c'est l'application qui achète vos biens en un clic. Du coup, il y a un cahier des charges à respecter et juste au cas où, alors c'est pas l'objectif du podcast, le why, mais on sait jamais, on peut avoir des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, qui sont en train de revendre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce que je dis dans l'investissement immobilier, marchand de biens, c'est compliqué actuellement, mais je veux bien avoir ton point de vue, mais parce que on est dans un marché plutôt acheteur que vendeur, dans le sens où, même si c'est un marché qui est long à se mettre à corriger, il est en train de corriger, mais alors c'est très très long. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on est vendeur, on est face à des particuliers qui, pour 40% d'eux, ont des refus bancaires. Donc il y a peut-être des gens qui sont en galère là pour revendre leurs biens immobiliers, et toi qui n'as pas besoin de financement bancaire, si j'ai bien compris, tu peux peut-être les intéresser. Donc ça serait quoi les critères pour qu'ils te contactent? Alors, pour l'instant, c'est vrai que la plateforme WIM, donc WIIM, c'est une plateforme
clairement aujourd'hui 99% B2B. D'accord. Donc c'est plus des apporteurs d'affaires, des agents immobiliers, des mandataires immobiliers qui déposent des opérations de marchand de biens. Donc si vous avez malheureusement un studio à vendre où il n'y a pas de valorisation avant ou après travaux, ça sera pas un sujet qui va intéresser la plateforme WIM. En revanche, si vous êtes vendeur particulier et que ça peut être assujetti à une opération de marchand, puisque ça peut être un immeuble, ça peut être un terrain sur lequel il y a une division, un potentiel construction, ça peut intéresser un de mes partenaires, puisque depuis 2020, j'ai pivoté. Et j'ai fait en 2022 plus de 800 offres d'achat sans visiter. C'était dingue. J'ai tiré des conclusions, du positif et du négatif. Et aujourd'hui, j'ai 70 partenaires opérationnels, donc des marchands de biens, qui sont présents physiquement. Et donc, du coup, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur la plateforme et qui dépose un dossier, c'est lui le premier interlocuteur pour savoir si c'est éligible à une opération qu'on peut faire ensemble. Donc, si tu veux, j'ai créé un deuxième filtre. Donc, clairement, il suffit d'aller sur iOS, portable, iOS, Android ou sur PC, de s'inscrire sur wim.imo et un de mes partenaires marchands prendre contact avec eux si l'opération est éligible. Du coup, cette plateforme, elle a été créée il y a combien d'années? Alors, au départ, ça s'appelait Florent Albero, parce que j'avais une ambition très très courte, et donc elle date de 2020, et la dernière version, la 6e ou 7e version de mémoire, elle vient juste d'arriver, donc on va dire que 2020, c'est le début de l'intention d'acheter à distance. Excellent. Du coup, tu as créé cette société, tu fais tes opérations de marchand de biens à côté, Oui. et tu t'es dit, je m'ennuie un peu le soir et le week-end, et du coup, tu as créé derrière le Tinder des investisseurs. Ouais, je me suis lancé un défi. Alors pour l'instant, je suis en train de retravailler la plateforme WIM. Donc ouais, je m'étais lancé un défi de me dire que 98% des dossiers qu'on m'envoyait, j'en faisais rien. Je disais non merci. Et du coup, je me suis dit, je vais créer le Tinder des investisseurs, parce que j'avais créé un premier jeu qui s'appelle Trader Immobilier. En fait, pendant le Covid, je me suis tellement fait chier que j'ai créé des applications. Donc j'en ai créé 5 au total. Et en fait, Trader, c'est un jeu où on s'amuse à acheter en virtuel, et c'est sous forme de swipe. Et je me suis dit, écoute, c'est pas mal, pourquoi on le rendrait pas réel? Donc on a imaginé Willy, qui va être potentiellement Wim Club. Donc c'est le Tinder des investisseurs. Voilà, pour l'instant on en est là. D'accord, excellent. Donc pour ce projet, on est encore à l'embryon, quoi. Ouais, pour l'instant, voilà. Il y a de grandes chances qu'on le fasse pivoter sur ma dernière application que je vais te parler, qui va beaucoup te plaire. Yes, avec grand plaisir. Du coup, à ce jour, tu as créé combien de boîtes? Ouf, j'ai arrêté de compter. D'accord. Franchement, je pense 20, 25 de mémoire. Et il y en a qui t'as fermé Oui, dans le temps. j'ai beaucoup échoué, pour ceux qui veulent le savoir, énormément. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc oui, il y a des boîtes. J'ai créé une chaîne de restaurants à Montpellier, au Millénaire, où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait de l'import-export, j'ai perdu de l'argent. J'ai ouvert 4 agences immobilières, j'ai perdu de l'argent. J'ai acheté un magazine, j'ai perdu de l'argent. Enfin voilà, je pense que je suis un joueur. Donc je suis un audacieux, et donc j'essaye des choses. Et plus je tombe, plus j'ai envie de me relever. Et du coup, pendant que tu as essayé tout ça, à chaque fois, t'avais de l'immobilier un peu qui venait solidifier pour refaire du cash. En fait, parce que j'ai l'impression quand même que oui, tu étais un joueur, mais parce que tu sais que tu as une machine avec l'immobilier qui est rodée pour faire du cash, pour refaire de la trésorerie, non? Ouais, voilà, en fait, mon problème, il est là. Mon problème, c'est que c'est ma force. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, pour être cash, j'ai commencé, moi, très tôt, à 20 ans, à acheter 2 studios en locatif. Et je vais être un peu dur peut-être avec toi, ou en tout cas, moi, j'ai ressenti de l'ennui, j'ai ressenti que c'était trop long pour moi et que c'était pas intéressant, donc j'ai vendu ces 2 appartements. Et après, j'ai retenté une expérience où je suis monté jusqu'à 27 lots, parce qu'on m'a dit, voilà, en 2007, on m'a dit, Flo, tu cartonnes, il faut que tu te fasses un patrimoine de fou. Donc j'ai commencé à acheter des immeubles, vendre les pieds d'immeubles, garder les hauts d'immeubles. Je me suis retrouvé à 27 lots et je me suis rendu compte que c'était trop lent, ça demandait je suis un peu dur avec ceux qui font du cash flow, mais on est là pour se dire les choses. Ouais. C'était un peu le rôle d'épicier, alors que moi, j'avais fait des marges à 30 000, 50 000, 500 000 euros en une journée, et je me suis dit, si je suis capable d'acheter et revendre le même jour et de prendre même 50, pourquoi je vais m'emmerder à prendre 1000, potentiellement 1000, plus 1000, plus 1000, et encore, voire 300, plus 300, plus 300. Donc non, c'est qu'en fait, je me suis vite rendu compte que chaque fois que j'arrivais sur un marché, j'étais capable de prendre 100 000 en l'espace de quelques mois.
Donc je me suis dit, et c'est en fait c'est cet argent qui m'a permis de réaliser des projets. Les plus-values que j'ai réalisées qui m'ont permis de réaliser C'est le d'autres cash entreprises. flow des projets marchand bien. Voilà, c'est ça. C'est Alors, notre moyen en fait. Yes. Après, dans un money management classique, moi je parle en obligation et action parce que ça parle aux gens sur le marché boursier de manière générale. Une opération de marchand de biens, c'est des actions. C'est-à-dire que c'est du day trading. C'est-à-dire que j'achète, je revends. Des fois, j'ai prévu 30% de marge et puis je prends 15% ou alors je vais prendre 40% parce que pour le coup, je vais créer le coup de cœur chez quelqu'un et là, c'est tout bon. Et les obligations, c'est l'investissement locatif. C'est-à-dire que l'investissement locatif, malgré ce qu'on peut entendre sur YouTube, si on le fait en mode classique, en mode fainéant, donc j'exclus la location courte durée qui est un autre métier de concierge. C'est dur aussi, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, mais si on fait en mode locatif classique, immeuble de rapport, colocation, longue durée, on a un enrichissement par effet cumulé. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est stable dans le temps. C'est-à-dire que c'est assez linéaire. Ce qui fait que, pour moi, il y a pas d'opposition, mais il y a de la complémentarité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne remplissent pas le même rôle. Tu veux t'enrichir, tu as 0 € et ton objectif, c'est de faire 100 000 € dans un an. Ben, le locatif, c'est impossible. Voilà. Donc, c'est juste que ce sont des objectifs différents, mais pour moi complémentaires. L'un ne doit pas, on ne doit pas retirer l'un par rapport à l'autre. Il y en a un, le marchand de biens, qui est très compliqué à être financé. Donc, il va falloir faire du cash très vite pour pouvoir se débrouiller tout seul, ou alors apporter 50-60% et faire un effet de levier bancaire sur une différence. Là où on va pouvoir plus facilement profiter de l'effet de levier bancaire sur du locatif. Donc, je nuancerai un tout petit peu, Florent, en disant que les deux peuvent être intéressants. Là où je te rejoins, j'avais reçu Anthony Bourbon il y a quelques temps. Je vous encourage à aller voir l'interview. Et il dit quelque chose qui est très bon, c'est explose une verticale avant de passer à la prochaine. Et là où je te rejoins, c'est que, effectivement, si on va aller sur du marchand de biens, c'est compliqué de faire les deux en même temps. Excuse-moi de te couper, j'ai pas réussi à les faire vivre ensemble, et donc j'ai décidé de renoncer. Et donc en 2008, quand j'ai vendu les 27 lots, je me suis dit, soit je ne le referai plus, soit je le ferai plus tard, mais comme tu dis, quand je serai arrivé à exploser ce que j'ai en tête. Donc j'ai pas réussi à les faire vivre ensemble, en tout cas moi. Alors après, il y a des full délégations possibles, qui permettent de... En fait, c'est jamais bon de faire le mode épicier. C'est bon de le travailler pour savoir les différents postes. Le mode épicier, c'est pas péjoratif, mais qui est ouvert jusqu'à 2h du matin pour encaisser 3 bouteilles de vin à minuit? C'est pas méchant. On est là pour se dire la vérité, c'est l'épicier du coin. Il sera jamais riche. Il gagnera correctement sa vie, mais il sera jamais riche. L'entrepreneur qui est en mode épicier, qui fait tout, qui économise le moindre euro, sera jamais riche. Et par contre, c'est intéressant de le faire un petit moment. Mais je te rejoins 100% que du locatif où tu es en mode épicier, déjà c'est une usure, on va pas se mentir. J'ai un locataire qui m'a appelé parce que sa facture d'eau a augmenté énormément. Bah ouais, il a une fuite d'eau, il laisse couler l'eau parce qu'il a le flotteur qui est en panne, enfin qui marche pas. Il a laissé ça pendant 6 mois. Si c'était moi qui devais aller gérer, d'aller changer de flotteur, non, j'envoie un message à quelqu'un et il va le faire. Même pas ça, moi maintenant je les mets en relation et ils se débrouillent ensemble. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Le locatif en mode épicier, ça va pendant 3 mois pour se faire la main, quoi. Mais pareil pour marchand de biens, hein. Ce que tu as fait là, c'est pour éviter le mode épicier de je dois me déplacer pour une visite, au final c'est de la merde, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Ouais. Parce qu'on peut faire le mode marchand de biens en mode épicier. Artisanal. C'est ça, exactement. Et on peut aussi, on peut se tuer à la tâche et au final on se retire de notre objectif principal, qui est quand même de faire tout ça pour faire des choses épanouissantes. En fait aussi, il y a 2 points de vue. Alors, il y a le point de vue où en fait, je commence avec peu de revenus, j'achète un petit immeuble de rapport, donc j'achète un petit bien en fait, parce que j'ai un petit budget. Et donc du coup, dit petit budget, dit acheter pas cher, donc ça vaut pas cher. Et donc ça rentre pas cher. Alors que avec le marchand, celui qui est bon, en 3 ans, il peut faire 1 million d'euros. Et imaginons que tout se passe bien, ce qui n'est pas forcément le cas de ce métier, tu peux te retrouver avec 5 millions de cash. 5 millions de cash, tu peux commencer à acheter un bel immeuble qui crache bien. Tu vois, je veux dire, il y a 2 façons. C'est soit tu commences tout de suite avec petit, et pendant 20 ans, tu vas accumuler ton parc, 20-25 ans.
pour moi, c'est beaucoup de petites gestions, et c'est beaucoup d'emmerdes. Hein. Je vais te dire cash, c'est beaucoup d'emmerdes, et moi, c'est pas ce chemin-là. Et après, tu as un chemin, comme tu dis, plus action, plus trading, où moi, je fais en plus de l'achat-revente en l'état, donc j'ai même pas la gestion des travaux, parce que j'achète souvent le matin, je revends 1 heure après, quand j'ai été bon. Du coup, ça me permet d'avoir de plus en plus de cash. Plus j'ai de cash, plus je peux aller sur des gros dossiers. Et le jour, imaginons que j'ai la trésorerie que j'ai en tête, je peux acheter un immeuble, je dis à connerie, à Paris, à 5 millions, qui crache 10 pions par mois, 10 pions d'intérêt, je dis une connerie, et qui soit extrêmement bien placé. Et du coup, je serais arrivé plus loin que si j'avais commencé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait, mais ça sera pareil dans vos business quand vous allez avoir des business. Plus vous avez de trésorerie disponible, et plus vous allez avoir accès à des deals, au final, rentables. Et c'est dégueulasse, mais c'est la même chose avec la banque. C'est que, est-ce qu'en 2024, là, on enregistre en février 2024, est-ce qu'on peut investir sans apport? Mais malheureusement, j'ai envie de dire oui, mais pas sans épargne. C'est-à-dire que je peux vous assurer, pour avoir travaillé dans une banque de gestion de fortune où on ne rentre pas à moins de 10 millions d'euros, que si vous avez 2 millions sur vos comptes bancaires qui peuvent travailler, ils vont pas s'embêter à vous demander un apport, en fait. L'argent est roi, c'est-à-dire que tu as raison sur tous les domaines là, sur le marché parisien. C'est impossible de faire de la renta. Non, c'est pas vrai, parce que si tu vas chercher les gros immeubles haussmanniens et que tu le fais bien, la renta, elle est dingue. Elle est juste dingue. Tu sais, moi, on m'avait proposé, il y a pas très longtemps, m'a proposé d'acheter un McDo. Donc la boutique, le pied d'immeuble du McDo. Mais clairement, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça crachait ouf, quoi. C'était le McDo, quoi. Et c'est pas des baux de 3 ans, quoi. C'est des Intermarchés. Donc forcément, moi, c'est vrai que je suis plus d'un cash is king. Parce que aussi, ça me sécurise d'avoir du cash. D'autres, ça sécurise d'avoir un parc. Et en fait, je pense que c'est des états d'esprit, en fait, aussi. Il y a ça aussi. Enfin, il faut les deux. Parce qu'il y a aussi le côté tangible de la chose. C'est bien d'avoir un parc immobilier, mais demain, vous avez une merde et qu'il faut avoir du cash. En fait, les deux sont importants. Si vous êtes en mode... Alors là, on est plus sur un podcast d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui se lancent. Donc, si vous êtes en train de vous lancer, vous êtes salarié, gavez-vous en locatif. Allez chercher l'effet de levier bancaire. Oui. Et quand vous allez partir... Vous allez faire des thunes en entrepreneur, vous allez avoir de la trésor. Là, vous allez pouvoir aller acheter cash des OP de marchands de biens. Maintenant, si vous m'écoutez, vous êtes déjà entrepreneur et que vous faites de l'argent, effectivement, allez chercher des opérations de marchands de biens pour aller augmenter votre trésorerie, ça va vous rendre ouf. Parce qu'en fait, vous allez faire en 2-3 OP, vous allez faire la trésor que vous dégagez avec 1 année d'exploitation de votre société. Tu vois, je vais te donner un exemple. On va croiser les doigts, mais peut-être que tu vas me porter chance. Ça fait 22 ans que je fais le métier. J'ai commencé, déjà quand j'ai acheté mes studios, je gagnais 1200 balles par mois. Donc tu te doutes bien qu'avec 1200 balles, je pouvais pas acheter un immeuble à Bordeaux. Donc j'ai commencé avec 2 petits studios. Forcément, avec 1200 balles, j'ai eu la chance, comme j'étais militaire, qu'on me prête. Donc je crois que j'avais, je sais même plus, 180 €, 190 €, je me rappelle plus de mémoire. C'était en francs de crédit. Mais là, tu vois, avec l'expérience que j'ai, la notoriété que je me suis créée, là, je suis sur un deal à 1 million de marge. 1 million de marge sur une opération. Ça veut dire que tout le chemin que j'ai pris, 1 million de marge, combien d'années de cash flow ça fait sur une opération? Tu vois ce que je veux te dire? Après, il y a eu du travail pour arriver là. Exactement. Il y a 20 ans, il y a 259, il y a 800 propositions en une année. En fait, c'est important, les amis, et c'est pour ça qu'on fait. C'est juste pour vous montrer, Florent, il n'y a pas 50 chemins. Il a une tête, 2 bras, 2 jambes, il est tout à fait normal. Je suis normal, on est tous. En fait, on est tous. Et moi, ce que je dis dans le podcast, Florent, et c'est pas péjoratif, t'es quelqu'un d'ordinaire, je suis quelqu'un d'ordinaire. Bien sûr. On est tous ordinaires. Après, moi, j'interviewe des personnes qui sont ordinaires et qui font des choses extraordinaires. La différence, elle est quoi? Avec, il va falloir bosser. Bosser plus que les autres. Prendre des casseroles plus que les autres et les affronter. Parce que là, on a parlé, donc, marge d'1 million, ça fait rêver et tout. Parlons-nous de ton plus gros échec. Celui où la plus grosse patate que tu as pris dans la tête. Parce que c'est cette patate-là qui te permet d'aller chercher le million ensuite. Alors, en tant que marchand, la plus grosse patate, pour l'instant, elle est à 80 000 en négatif.
Et après, c'est vrai que ça a été les plus grosses pertes, ça a été l'addition de tous les projets que j'ai fait hors immobilier. Donc, je fais référence à un réseau d'agences immobilières, j'ai perdu 100 000. Une chaîne de restaurants à Montpellier qui s'appelait Move, où j'ai dû perdre au moins 100 000. Import-export, 100 000. Enfin, c'était que des tickets à 100 000. Donc, oui, il y a quasi 1 million d'euros cumulés de pertes. Ouais. Et du coup, on peut se dire, je perds. En plus, en France, on a discuté tout à l'heure, ça peut être compliqué de perdre. T'as tiré quoi de ces pertes-là? C'est plus jamais autre chose que l'immobilier, ou en fait, où tu prends des leçons. Qu'est-ce que tu en fais de ces échecs? Parce que Mandela, il le dit, quoi. Soit on gagne, soit on apprend. C'est vrai, mais quand ça touche à son compte bancaire, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais être cash avec toi. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est pas que ça touche à mon compte bancaire. Vraiment. Ce qui a été plus dur pour moi, c'est d'arriver à me redonner confiance, à me redonner estime et de me redonner l'énergie. C'est ça qui a été le plus dur quand je suis tombé. Mais oui, c'est vrai qu'avec les années, je me suis dit, Flo, maintenant, je reste que dans mon environnement, c'est-à-dire l'immobilier et oui, forcément, on va dire le digital, puisqu'on est à l'ère du digital, et de l'IA, puisque je lance ma 7e application le mois prochain. Mais oui, je suis focus immobilier, marchand et écosystème lié à ça, ouais. Excellent. Donc, ouais, ça, on revient sur le fait de trouver sa verticale et de l'éclater. Et on appelle ça dans le digital, au moins faire par exemple son premier million avant de se diversifier. Voilà, tu fais ton premier million de chiffre d'affaires avec une belle marge, un minimum 40%. Et à partir de là, bon, tu peux soit passer à 10 millions, soit chercher autre chose. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'à la première difficulté, hop là, au pivote. Et toi, peut-être que c'est grâce à l'armée, non? Quand j'y repense que tu... parce qu'au final, quand t'es sur le front comme ça, et que tu fais bon, non, ça marche pas, c'est demi-tour, il est mort le demi-tour. Hein. T'as tout dit. Mon parcours de militaire a été le bagage pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé l'immobilier, je me suis rendu compte, en fait, je débute, mais en fait, j'ai 1000 armes que les autres n'ont pas. Parce que moi, je me levais à 6h et je finissais à 22h. Je travaillais le samedi, le dimanche. J'étais plus vif. Forcément, face à l'ennemi, tu vas être beaucoup plus vif que quelqu'un qui va visiter sa première maison. Prise de décision, forcément 3 fois plus vite, puisque il faut prendre une décision vite. Et en fait, je me suis rendu compte, waouh, mais c'est super facile pour moi. C'est triste à dire, je vais être honnête. Au début, j'ai trouvé ça très facile parce que je me suis dit, waouh, ils sont lents. Voilà. Et en fait, grâce à l'armée, j'ai pu tout de suite tomber dans le bain. Donc oui, l'armée, ouais, carrément. C'est énorme ce que tu dis. Ça fait relativiser en fait, parce qu'au final, l'immobilier, oui, on perd un peu d'argent alors. C'est chiant, mais ça reste des flux financiers. C'est-à-dire, si on sait refaire de l'argent, on sait que ça devrait à un moment bien se passer. Et toi, tu avais la même chose en fait sur le terrain militaire. L'erreur, si tu en prends une dans la tête, c'est fini. C'est fini. Et du coup, ça t'a fait relativiser. J'ai quelqu'un que j'accompagne qui avait en immobilier et il me dit, Damien, j'ai peur d'investir. Et juste avant, il venait de me dire que sa femme était enceinte. Et je lui dis, mais là, tu sais qu'avoir un enfant, tu as des enfants, et éduquer un enfant, c'est beaucoup plus compliqué qu'un bien immobilier, quoi. Ok, parce qu'un bien immobilier, c'est pas compliqué. Au final, tu suis A, B, C, D. Enfin, c'est qu'une question de barrière mentale, mais en soi, c'est des maths, quoi. Tu t'es posé la question pour avoir un enfant ou tu t'es pas dit ça serait très compliqué d'avoir un enfant? Et non, je me suis pas posé la question. Je dis du coup pour l'immobilier, tu vas voir, mon gars, si t'as réussi, tu t'es pas posé la question pour avoir un enfant qui est beaucoup plus engageant, quoi. Là, pour le coup, c'est ça. Les enfants, ça peut te mettre dans des situations, des grands doutes sur toi d'ailleurs. Des grandes situations compliquées. Je dis, mais l'immobilier, c'est facile. Donc, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Si vous avez des doutes, prenez des situations dans lesquelles vous êtes un warrior. Donc, tu as dû me voir au stade Matmut Atlantique à Bordeaux. J'ai fait la conférence. Yes. J'ai intervenu à une conférence. C'est la première fois de ma vie que je faisais une conférence. J'avais jamais fait de conférence. Thibaut, il m'a dit, il y avait le parcours que tu as, il faut que tu en fasses une. Je suis rentré dans les tribunes et je me suis dit, waouh, je stresse. J'angoisse. Et après, je me suis dit, mais Flo, t'es fou, quoi. T'as fait la guerre.
t'as fait ci, t'as fait le 14 juillet à Paris, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il y a pas un sniper devant. Et du coup, je suis arrivé beaucoup plus décontracté, quoi. Parce qu'en fait, je me suis mentalisé, en fait, toutes les peurs, les angoisses que j'ai eues, c'était rien à côté de parler devant 300 personnes. Yeah, c'est ça. En fait, c'est notre cerveau. En fait, le cerveau, c'est marrant parce que c'est la meilleure machine, tu vois. Et en même temps, c'est celle qui peut-être peut le plus nous pourrir la vie. Parce qu'elle est capable d'analyser tellement d'informations que de temps en temps, elle va pas vous donner le bon feedback. Moi, je sais que j'ai un coach mental pour le sport. Donc, je fais du sport à un certain niveau. Et j'avais un problème d'analyser, des fois, de me dire, tiens, non, lui, il a l'air d'être trop fort pour moi. Et du coup, en fait, je perdais avant de commencer le combat. Donc, moi, je fais jiu-jitsu brésilien, donc, et je faisais du judo avant. Et ça m'a fait perdre des combats de penser que la personne était plus forte que moi. Alors que maintenant, j'ai mentalisé le fait que je me suis entraîné pour être le plus fort. Et du coup, je me suis entraîné pour faire ce que je sais faire. Et j'ai plus de... tu vois, dernièrement, j'ai fait un champion d'Europe. Et j'ai pas de doute sur ma capacité à le faire. Et après, je sais à côté de ça que c'est un sport de combat et que je peux me prendre une raclée par n'importe qui va venir. Mais ce n'est pas engageant sur Tes croyances, quoi. Sur mes croyances. Quand je monte sur le tapis pour le combat, je repense à tout l'effort que j'ai mis dedans. Voilà. Je sais que cet effort-là, elle mérite mon respect de donner le meilleur et donc donner le meilleur sur le tapis. Et c'est ce que tu as fait toi avec effectivement avec l'armée, c'est-à-dire que l'effort, le respect de tes années militaires, c'est-à-dire que pour 300 personnes, on va les respecter, on va leur donner une belle conférence, mais on va pas flipper pour ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien de se rappeler et ça peut être des traumas d'enfance, ça peut être des peurs d'enfance, mais voilà, d'aller chercher dans son passé pour se dire, bon, voilà, en fait, on a tous, chaque problème, on l'a tous solutionné, en fait. On n'arrivait pas à marcher, on a marché, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut pas. En tout cas, moi, cette peur-là, pour moi, c'était pas une peur, quoi. Yes, aller chercher des ancrages, c'est assez puissant. Alors, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, dans un peu dev perso et tout, peut-être que ça vous paraît un peu illuminé, mais je vous assure, j'adore Olivier Roland qui parle de bon sceptique et mauvais sceptique. Soyez un bon sceptique, c'est-à-dire testez-le. Testez d'aller chercher un ancrage, comme dit Florent, sur quelque chose du passé, un truc où vous savez que ça vous rend inébranlable. Ouais, c'est ça. Il y a forcément un moment où vous vous dites, si j'ai réussi à vivre ça, on l'a tous, hein, remonter même à l'enfance, gratter dans l'enfance, vous vous dites, non, si j'ai vécu ça, il peut rien m'arriver. Ben, c'est ça, moi en fait, là je l'ai pas avec moi, je pourrais te montrer dans ma voiture, j'ai ma carte d'ancien combattant, ben, elle sera toujours avec moi. Et dès le moment où je vais douter, je la regarde, je me dis, mais attends, mais t'es fou, quoi. T'as risqué ta vie. Donc, pourquoi tu veux craindre, avoir peur, le fait, un premier podcast ou un premier investissement ou un montant, alors ça a été plus dur, d'aller sur des opérations à 2, 3, 4, 5, 7, 10, c'est juste un chiffre et c'est pas, c'est un autre environnement, mais en fait, on est capable de tout, en fait, l'humain est capable de tout, hein. C'est ça, il faut juste des fois lui donner les bonnes consignes et lui le bloquer. En fait, il faut bloquer un peu une partie du cerveau qui fait la perception. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, par exemple, d'analytique où j'analyse beaucoup de choses. Des fois, je dis à mon cerveau d'arrêter ça pour me dégager cette analyse pour prendre un peu de lâcher prise. Tu vois, on a besoin à un certain moment de lâcher prise. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu es multi-entrepreneur. C'est quoi ton quotidien en tant que chef d'entreprise ? Là, en ce moment, c'est le bazar. Non. En ce moment-là, je gère beaucoup de choses à la fois. Comme je t'ai expliqué, je suis en train de pivoter. Donc, je suis à la fois dans le développement de mes partenaires opérationnels marchand de biens à l'échelle nationale. Donc, je recrute, j'anime des professionnels de l'immobilier qui veulent devenir marchands de biens à mes côtés, puisque je finance 100% de l'opération et ils prennent 50% de la marge. Plus je leur transmets mon savoir-faire et mon application WIM. Donc, du coup, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Je gère, comme tout marchand, malheureusement, c'est une chose qu'on n'aime pas dire, mais je gère mon stock aussi parce que j'ai du stock. Donc, pour vendre mon stock, je gère aussi toutes les acquisitions que j'ai en cours. Et je travaille aussi sur ma première levée de fonds puisque je suis en train de créer WIMAI.
donc une intelligence artificielle qui va permettre de détecter les anomalies, les opportunités sur tous les sites d'annonces immobilières. Donc je suis aussi là-dessus. D'accord, donc du coup, ça va être une application qui va screener toutes les annonces et qui va apprendre à avoir à nettoyer 90% des annonces qui ne répondent pas à tes objectifs pour te donner seulement ce qui correspond, c'est ça? Ouais, on va essayer de faire un peu un couple du Tinder, c'est-à-dire que on va essayer d'étudier tes préférences et on va te dire aujourd'hui il y a 1 million, parce que nous on a accès, 1 100 000 annonces immobilières. En fait, il y a 10 000, on scrape 10 000 portails, donc tous les scrapes. On a une vision, tous les sites d'annonces. On a une vision exhaustive du marché. Et là-dessus, on va étudier tes préférences pour te dire, ben voilà, écoute, tu préfères les petites surfaces, t'es plus attiré par le prix. Et donc, tous les jours, on va t'envoyer 3 opportunités pour que tu fasses ton business. Donc, c'est un robot qui va sourcer à ta place. Excellent, excellent. Donc ça, on peut déjà s'inscrire Là, tu peux déjà t'inscrire, juste voilà, on va dire en liste d'attente. D'accord. Et là, on est en train de lever 500 000 euros pour pouvoir lancer l'outil. Alors, l'outil va quand même sortir début mars, mais pouvoir accélérer et attaquer la V2, la V3 du robot. Donc, voilà. Excellent, excellent. Ça Voilà va mon intéresser quotidien. mon club privé d'investisseurs du coup qui sont tout le temps sur les sites. Du coup, pour cette société, par exemple, tu es chef d'entreprise, tu es le CEO? Ouais. Je suis toujours le CEO. Donc, j'ai créé donc WIM, donc la WIM AI, la WIM Invest, WIM. Donc, j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas m'empêcher de créer des entreprises, mais qu'il fallait que, en fait, j'ai eu ce problème. J'ai toujours eu envie de créer une franchise, une marque. Tu vois, tu as eu sûrement ça. Et donc, j'ai créé Move, Willy. Si on va sur l'INPI, on verrait toutes les sociétés que j'ai créées. Jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai WIM, ça marche bien, il y a une traction. Pourquoi je vais créer une autre marque qui s'appelait Willy ou une autre? Je vais rester sur cette marque et je vais créer tout un écosystème autour de ça pour avoir qu'un axe. Donc, ouais, je suis CEO aussi et je suis associé avec le fondateur de Sarenza.com qui m'a fait confiance, qui est tombé amoureux du projet et de moi. D'accord. Donc, j'ai des associés aussi sur ce projet. Okay. Et du coup, vous avez une équipe avec un CTO pour la partie, parce que c'est des projets très IT, donc vous avez déjà recruté le CTO qui va... Alors pour l'instant, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, clairement, on est en mode startup studio. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 22 ans d'expérience et tu as potentiellement des utilisateurs, puisque j'ai sur ma plateforme WIM, j'ai 2600 apporteurs d'affaires qui se sont inscrits, plus de 400 marchands et 70 partenaires. Donc, et Francis, donc lui, a son équipe qui gère la partie expérience utilisateur, interface, algorithmique, enfin voilà, toute la partie. Et donc, une fois qu'on aura sorti ce bébé-là et qu'on aura levé les 500 000, c'est à ce moment-là qu'on va se staffer, qu'on va marketer pour la lancer sur le marché, quoi. Donc là, on est plus en mode... D'accord, pour la bêta, vous utilisez la puissance de développement de ton associé. Alors ouais, pour l'instant, on va dire que c'est moi et les premiers investisseurs qui financent la version, la V1, on va dire. Et une fois qu'on aura cette V1 qui est quasi, on va dire, qui va sortir, je crois de mémoire le 23 ou 24 mars, pour l'instant, on est en train de lever pour pouvoir commencer à construire une vraie équipe et faire parler de WIM, quoi. Excellent. Quand tu fais ça, vous avez une vision internationale ou une vision française? Alors moi, déjà, si je l'ai appelé WIM, tu te doutes bien que c'était une vision très lointaine. Ça, c'est m'est venu de mon projet humanitaire. J'ai toujours voulu, et ce jeu mobile m'a ouvert l'esprit, puisque aujourd'hui, le jeu mobile, il est disponible dans le monde, Tao. Et en fait, je me suis dit, pourquoi voir petit? Et on s'est entouré déjà sur toute la partie data du leader en Europe. Donc on sait que si on arrive à pénétrer le marché français, ben la deuxième étape, ce sera l'Europe et pourquoi pas le monde. Mais ça m'est venu en 2020 du fait de dire je veux acheter et revendre avec mon téléphone portable sans visiter. J'ai essayé un format semi-automatisé qui a moyennement marché. Et aujourd'hui, grâce à WIM.ai, donc tu vois, j'ai attendu 4 ans pour avoir un robot qui va me permettre d'acheter et pouvoir revendre à distance. Yes, excellent. Donc le Covid qui a bloqué la moitié du monde, en fait, moi j'aime à dire à tout malheur, bonheur est bon. Et du coup, ça t'a ouvert l'esprit. C'est peut-être grâce au Covid je l'aurais jamais fait. Que tu as créé tout l'écosystème que tu as créé aujourd'hui. Parce qu'on peut toujours se dire, ok, on a un problème, c'est la fin du monde, restons sur son canapé, regardons juste Netflix toute la journée, et bouffons des pizzas.
Ou alors se dire, tiens, quelle opportunité je peux avoir de ça? Moi, si tu veux, j'ai une phrase qui est toujours en tête, que je dois me répéter 5 fois par jour, c'est « Je suis le problème et je suis la solution ». Et ça me reste. Et chaque fois que je suis face à un problème, je dis flotter la solution. Alors que j'ai passé ma vie à dire « Ouais, ça c'est un problème, ça fait chier, j'arrête, j'abandonne. Ouais, ce projet, je l'abandonne, j'ai perdu. » Maintenant, voilà, ce côté, plus je suis le problème, je suis la solution. Et donc, du coup, Covid, opportunité. Je peux plus visiter, donc je digitalise. Excellent. Voilà. Dans tout ça, est-ce que tu as eu des peurs? Des grosses peurs? Ouais, j'en ai, je pense que j'en ai encore. J'en ai plein encore. C'est c'est laquelle peut-être la peur qui te vient comme ça à l'esprit, ta plus grosse peur que tu as pu avoir? J'en ai plusieurs. La première, c'est que je me rends compte que si je suis pas mobile, si je suis pas, tu vois, si je perds mon langage, mes yeux, c'est mon business. Mon fonds de commerce, c'est mes yeux, c'est ma parole, c'est mon téléphone. Donc si je perds ça, tout s'effondre. Déjà. Et après, de me dire que ce que j'ai réussi à faire, il m'aura fallu, tu vois, ça fait faire 30 ans que je travaille, parce que je me suis engagé en 94 à l'armée. C'est de me dire que mes enfants, peut-être qu'ils n'auront pas l'énergie que j'ai eue, et peut-être qu'ils n'arriveront pas à faire ce que j'ai fait. Et si eux, au lieu de commencer à moins 8000, comme ça a été mon cas, s'ils peuvent commencer un peu mieux que moi, si je peux les sécuriser, c'est bien. Mais plus avec du cash, c'est vrai que je suis plus parti dans cet esprit-là qu'avec avec du passif, parce que passif, pour moi, ça enferme aussi. Donc voilà, je suis dans ce combat-là. Mais oui, c'est mes peurs. Transmission et santé. Excellent. De toute façon, oui, c'est ce qui nous... C'est ta peur et en même temps, c'est ta plus belle motivation. Ouais, voilà, c'est ça. Et le manque d'énergie aussi. Parce que le manque d'énergie, je l'ai parfois perdu. Et si t'as pas l'énergie, la confiance en toi, là, t'as pas l'essence. Donc tu roules plus, quoi. Et là c'est la fin du film. Yes. Après, il faut aussi accepter, je crois, qu'à certains moments, on ait des baisses d'énergie. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a ce feu sacré, cette envie, et puis des fois, on a qu'est-ce que je fais là, quoi. Bon. Et moi, je sais que j'accepte des fois de me dire, ok, là, je suis pas dedans. C'est-à-dire que je prends plus de plaisir. Donc, au lieu de faire semblant de prendre du plaisir, je vais prendre 2-3 jours, ça passe vite, mais 2-3 jours à soit faire autre chose, soit me poser des questions sur mon existence. Et pour reprendre, et c'est la liberté pour moi qu'on a en étant entrepreneur, c'est que comme on est designer de ce qu'on met en place, c'est-à-dire personne d'autre va venir nous dire c'est bien ou pas, on a ce temps-là pour des fois se poser. On a le droit d'être stressé, d'avoir peur, de se dire tiens, est-ce que je suis au bon endroit, de se reposer. C'est de douter. Et il faut se poser les bonnes questions, il faut être honnête envers soi-même. Mais c'est tout à fait normal de douter à certains... Au contraire, je dirais que ça serait anormal de ne pas avoir du stress à certains moments, de ne pas douter. J'ai fait, il y a longtemps maintenant, une formation pour sauter au parachute qui s'appelle la PAC. Et c'est pour être autonome en, je crois, 6 sauts. Et il y avait des militaires, parce que quand tu es militaire et que tu sautes, tu gagnais, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu gagnais quelques jours de retraite. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, autant dire que c'était des costauds, les mecs. Hein. Et je leur demandais s'ils avaient cette peur. Ils m'ont dit, si on n'a pas une appréhension, un petit stress, au moment où on saute, c'est de gros danger. Gros danger. C'est là il va y avoir un problème. Il faut avoir ce minimum de stress pour se lancer. Je rebondis, ça c'est fou, c'est l'armée encore une fois. Je suis en train de signer mon plus gros dossier. Parce que je te parlais tout à l'heure, un dossier, une acquisition à 5 millions. Mais la première chose que j'ai dit quand j'ai contre-signé à ma femme, c'est trop beau pour être vrai. Je suis trop dans une zone là, c'est trop easy là. Donc, il va se passer un truc. Et là, bien évidemment, il vient de se passer un truc. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a le stress qui t'empêche de faire les choses et il y a le bon stress. Et c'est toujours important de ne pas avoir de certitude ou d'excès de confiance. C'est comme si moi, je dis, je roule à 2,50 et je ferme les yeux pour voir ce que ça donne. Je peux le faire 10 secondes, mais pas non plus exagéré, quoi. C'est ça. Et voilà. Après, il ne faut pas psychoter à l'envers. C'est-à-dire, ah ouais, non, mais il va m'arriver quelque chose. Mais c'est logique des fois de stresser. En fait, on fait quand on est entrepreneur. Déjà, si vous êtes entrepreneur, si vous vous lancez, vous faites quelque chose de pas naturel. Ce qui est naturel, c'est salariat, c'est la perfusion du salaire à la fin du mois, etc. Et ensuite, pour peu que vous performiez, vous faites partie du top 1% des entrepreneurs qui font pas faillite,
Un échec, c'est pas une faillite. Une faillite, c'est je fais puis j'arrête tout. Mais c'est quoi? C'est 5% maximum des entrepreneurs qui réellement vivent de leur business et continuent dans le temps à développer un écosystème. Bah, c'est normal derrière d'avoir des peurs. Vous êtes en train de faire un truc que si vous allez parler à Tata Rachel, elle comprend rien à ce que vous dites. Ah oui. Okay. Donc c'est logique d'avoir des peurs des moments où vous savez au fond de vous qu'il y a certaines discussions que vous ne pouvez plus avoir avec vos amis d'enfance. Moi, j'ai passé ma vie, et encore aujourd'hui, tu l'as bien vu là sur LinkedIn, où en fait, c'est pas compréhensible d'expliquer que tu peux acheter, revendre le même jour, gagner 500 000 sans faire de travaux et sans payer le prix de la maison. C'est arnaque, c'est mytho, et en fait les gens comprennent pas, même ma propre famille comprennent pas comment j'arrive à gagner de l'argent sans faire de travaux et le jour même sans rien faire en fait. Après on a c'est très franco-français, hein, on n'est pas là pour faire de langue de bois. Dès que tu parles d'argent et que tu parles de potentiel gain d'argent, y a un souci. Tu vois là, donc on est dans mon bureau, j'ai ma Tesla, qui est pas une voiture non plus de luxe, de ouf. Mais pour les gens, c'est un signe extérieur de richesse. Moi, je l'ai juste acheté parce que je voulais une voiture électrique. Elle est rayée, elle s'est fait rayer. Tu vois, En fait, si tu projettes une réussite entre guillemets financière, les gens ont la haine et on en discutait sur ton profil où je regardais. Tu veux juste aider des gens à faire de l'argent. Bah, si tu aides des gens à faire de l'argent, tu vas gagner de l'argent. C'est ok, non, c'est ok pour tout le monde. Et non, il y a des commentaires de frustration de ces personnes qui disent non mais c'est pas possible. Non, mais... en fait, si j'avais raconté la même histoire et que j'avais dit que j'avais gagné 10 000 euros dans la journée, j'aurais pas eu de haters, quoi. Ouais. J'aurais pas eu de haine. Le fait que j'ai dit 500 000, c'est irrationnel pour 90% des gens, voire impossible. Donc du coup, haine. Donc c'est ça qui est... Alors après que ce soit irrationnel, c'est cool parce que bien évidemment, vous avez compris que pour faire une plus-value de 500 000 euros dans l'heure ou même de 100 000 euros, de 50 000 euros sans rien faire, il faut être un expert dans le côté irrationnel. Parce que il faut rester rationnel, mais rendre ce qu'on fait irrationnel. Donc, ce sont peut-être tes futurs meilleurs clients, ces gens-là. Mmh. Parce que, en fait, il faut donner de la valeur à quelqu'un pour faire une opération immobilière. Mais c'est pareil, si vous vendez votre société un jour où il y a un côté chiffré et il y a un côté irrationnel. Il va falloir travailler le cerveau, il y a le conscient et il y a l'inconscient. Il va falloir balancer un max d'informations à la personne que vous avez en face de vous dans l'inconscient. Là, j'ai voyagé chez Air France et en business, ils font attention au coffret du sandwich. Donc on s'en fout, le conscient, il a envie de manger un sandwich. Il n'a pas envie il s'en fout du coffret. Perso, je suis très rationnel, donc je suis pas sur le coffret. Mais il y en avait qu'on fait un quart d'heure avec le steward sur la beauté du coffret. C'est le côté un peu qui est pas très rationnel, quoi. La beauté du coffret, c'est très subjectif, quoi. On parle d'une boîte en carton. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas très RSE, pas trop écologique. Tu vois, mon côté rationnel. Il y en a qui disent non, mais c'est magnifique, ce coffret, ça. Et du coup, dans vos business, c'est pareil. Si vous avez des concurrents et que vous faites la même chose, déjà essayez de faire des choses un petit peu différentes, avec un angle différent. Mais ça va être l'irrationnel. Ça va être le côté, le subconscient, le côté inconscient du prospect qui va choisir. Toi, pour faire des opérations comme ça, ce que n'arrivent pas à comprendre les gens, c'est que tu excelles en fait pour trouver les biens et tu excelles dans le marketing du bien en fait. C'est-à-dire que tu as le diamant et tu as l'enveloppe du diamant et toi tu fais que l'ensemble de l'histoire elle est belle. Et c'est un talent. Et ce talent-là, il se rémunère. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et quand tu as hacké le système d'un truc, tu vaux cher. Et du coup, comme tu vaux cher, tu as une rémunération qui va à la hauteur. Et c'est difficile. Et je leur en veux pas à ces gens-là. Normalement, ils écoutent pas le podcast à ce moment-là. Ils sont plus sur le podcast, donc on est entre nous. En fait, ils ont une vision à 2-3 000 euros par mois. Et du coup, tout ce qui sort du dessus, c'est un peu comme Mélenchon. Je crois que le principe, tu sais, de ce genre de gars, c'est que, allez, on a besoin de 3 000 balles. Il va dire 2 000 balles pour vivre. Donc, de toute façon, si tu gagnes 10 000 euros, tu peux reverser 8 000, quoi. Parce que on a besoin de 2 000 euros pour vivre. Donc, tu n'as pas besoin des 8 000 euros supplémentaires, autant les reverser à la communauté. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils peuvent pas comprendre ce que nous, on essaye de mettre en place. Et les amis,
je sais pas quel niveau encore mettez-moi dans les commentaires votre niveau de business, là où vous en êtes dans votre business. Mais en fait, plus vous allez donner de la valeur et plus vous allez gagner d'argent et être payé pour ça. J'ai rencontré la semaine dernière un jeune de 21 ans, qui a 500 000 abonnés sur YouTube. Et moi qui ai une petite communauté sur YouTube, j'ai 11 000 abonnés. Je lui dis, mais viens, je te paye ce que tu veux pour m'apprendre tes skills pour comprendre l'algorithme de YouTube. Parce que je sais que je fais de la quali, mais il y a des choses que j'ai pas dû bien comprendre de l'algorithme. Et je suis prêt, je dis, je te paye ce que tu veux, quoi. Et c'est ça, si vous donnez de la valeur, si vous avez une putain de valeur, bah vous aurez une putain de rémunération et vous ferez chier les gens. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les haters, on les fait chier. Parce qu'on essaye d'avoir une vie différente. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi ta meilleure compétence pour réussir dans le poste d'entrepreneur? Ma meilleure compétence, voilà, c'est difficile de pouvoir se juger. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience. Je verrai de la résilience, la vision et la prise de décision rapide. Je pense. En toute humilité, je mettrai ces 3 axes. Et du coup, le défaut que tu as le plus de mal à gommer? Le défaut que j'ai le plus de mal à gommer, je suis un compétitif. Comme je dis, voilà, je t'ai dit, je suis un ancien combattant, mais dans ma tête, je suis un combattant. Donc, j'aime la provoque, c'est-à-dire que si on me provoque, ça peut aller loin. Et puis, je peux me lancer des défis. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Des fois, je veux combattre contre les mauvaises personnes. Ça serait ça. Faudrait que j'écarte des fois mon regard pour dire, mon combat, il est là, il est pas contre eux, quoi. C'est vrai, quand on est joueur, moi, je suis un provocateur. Voilà. Et c'est vrai que quand on est provocateur, il faut des fois se calmer. Par exemple, les premiers haters, moi, je leur donnais l'adresse de là où je combattais. À l'époque, c'était à Vincennes, à Paris. Je leur disais, écoute, c'est plus facile de venir me dire les choses en face à face. Donc viens, et si tu veux, en plus, ça tombe bien parce que c'est un lieu où on se bat un petit peu. T'as qu'à mettre un kimono et venir, tu vois. Et après, j'ai compris pourquoi ça servait à rien de faire ça, parce que en fait, il faut pas perdre du temps avec des cons. Mais c'est vrai que provocateur, des fois, ça peut être bon. C'est bon pour certains points. Et il y a des points où en fait, ça vaut pas le coup, quoi. Est-ce que tu as des passions à côté de l'entrepreneuriat? De moins en moins. Alors, je suis un fou de foot. Fou de l'OM. Alors là, en ce moment, c'est compliqué. Mais ouais, je suis un fou de foot. J'aime bien aussi la pétanque et le voyage. Voilà, ça s'arrêtera là. Après, je suis pas un gros épicurien. Donc, voyager. J'aime bien passer d'une classe sociale à une autre, tu vois, de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse. J'aime bien ce côté-là. Et découvrir, voyager. Et le foot, la pétanque. Mais ouais, voilà, ça s'arrête là. Excellent. On l'a vu un petit peu, mais j'aimerais zoomer sur l'objet du podcast. C'est quoi que tu définirais comme ton why profond? Je pense que très tôt, j'ai voulu m'extraire de cette classe sociale très pauvre où j'ai vécu toute mon enfance. Me dire que je suis capable de m'extraire totalement, donc trouver cette liberté financière et de pouvoir tu vois, passer de l'un à l'autre, parce que c'est quand même ma vie, quoi. Je suis né pauvre, donc je pense que je vais mourir pauvre. Et donc d'aller avec des gens, quand je dis pauvre, c'est financièrement, hein, bien évidemment, c'est pas pauvre dans l'échange et dans l'humanité, mais me rapprocher d'eux, ça me rappelle un peu des choses, et aller vers ce que j'ai toujours cherché, l'extrême richesse, aller dans des hôtels de luxe de temps en temps, mais surtout pas rester ni à l'un ni à l'autre, et surtout pas se situer au milieu. Et donc j'aime aller de haut en bas sans vouloir m'arrêter, voilà. Donc ça c'est on va dire et ce qui va me permettre aussi de pouvoir réaliser des projets ambitieux comme Tao et offrir un maximum de repas. Donc je pense que c'est ça, c'est me donner les moyens de pouvoir aider aussi les autres. Excellent. On peut faire un petit zoom sur ton application, le côté caritatif. Tao. Oui, en fait, je me suis rendu compte que on a être et avoir. J'ai passé 8 ans de ma vie à être un casque bleu, un combattant, un militaire, et j'ai passé 22 ans à
avoir de l'argent, tirer du profit. Et c'est vrai que le 100% avoir, bah, il manquait quelque chose. Le 100% être, je l'ai eu, c'est fait, c'était extraordinaire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un pont entre les deux, entre être et avoir. Et pour moi, ben, la malnutrition, mourir de faim, pour moi, c'est la chose la plus. Et puis là, les enfants, enfin, clairement, voilà, ils peuvent rien faire, ils sont rien. Donc c'est quelque chose qui me touche. Et c'est pour ça que j'ai décidé voilà, de me lancer ce défi, de créer le premier jeu mobile qui permette d'offrir des repas à des enfants malnutris. On a avancé, on a avancé, avancé. Là, on est un peu dans une impasse. On a offert 17 000 repas à des enfants malnutris. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de mettre d'autres choses en place pour accélérer le don de repas. Excellent. Et comment on peut, s'il y en a qui veulent t'aider là-dedans, il y a des moyens de t'aider ou Alors là, franchement, aujourd'hui, encore une fois, je suis en train de pivoter puisque je suis en train d'ouvrir la licence du jeu à une société qui va, elle, avoir les moyens de le marketer, de le rebrander, de trouver son business model. Le business model aussi du mobile, c'est compliqué. Aujourd'hui, voilà, tout coûte cher. Puisque l'idée, c'était, plus tu joues, plus tu visualises de pubs, plus tu tires de repas. Donc là, on est en plein mouvement sur Tao, mais c'est toujours quelque chose qui est présent et ça sera pour moi ma plus belle réussite de dire j'ai offert 500 000 repas plus que d'avoir gagné 500 000 euros en une journée. Yes, ouais, tout à fait. Redonner en tout cas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais au Florent de tes débuts? Alors lesquels débuts? Avant l'armée, au tout début. Ah ouh, là, il n'aurait pas écouté. À tout début, avant l'armée, c'était Florent, il voyait le foot dans sa vie. Je voulais être footballeur. Peut-être que j'aurais pu lui dire, écoute, si t'échoues dans le foot, tu peux réussir autrement. Donc, aie confiance en toi. Et confiance en toi, yes. Ouais. Excellent. Est-ce que tu lis? Franchement, non. Non. Non, non et non. Comment tu montes en compétence? Non, mais comme tu dis, je suis resté dans ma zone de confort, dans ma zone de verticalité. Donc, je suis curieux, je m'intéresse aux choses, mais c'est vrai que j'ai ce gros point faible de mon enfance où je lis jamais. Donc, ouais, je suis curieux, je suis avare des réussites et des échecs de personnes. Je me nourris de par ce côté un peu autodidacte, mais je vais pas chercher l'information dans la lecture. Hein. Des podcasts? Non? Quand t'es en voiture? Tu fais beaucoup en voiture? Non. Non? Non. Téléphone, je passe ma vie sur mon téléphone. Excellent. Ah, en one-to-one? À téléphoner, oui, en one-to-one. Tu donnerais quoi comme conseil à la personne qui nous écoute, qui a envie de se lancer, qui ne s'est pas encore totalement lancé, ou qui est au tout début, qui a créé une auto-entreprise, et puis qui est salarié à côté, qui a peut-être une charge de famille, peut-être une femme, un mari, des enfants. Il nous écoute pas par hasard, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Tu lui donnerais quoi comme conseil pour potentiellement conscientiser ce qu'il a envie de faire et vraiment se lancer? Pour moi, il y a 2 choses. C'est déjà essayer de vaincre ses peurs et se dire que un échec, ça fait partie. Hein. L'échec, c'est le sucre c'est le sucre dans la pâtisserie, tu vois. C'est cette petite saveur qui fait que c'est comme ça que tu vas réussir. Tu peux pas réussir sans échouer. Donc déjà l'accepter. Et parfois, quand on se pose la question, moi je te dis, moi le conseil, c'est que j'ai fait un rétro-planning de ma vie. Quand j'étais enfant, ce que j'ai souffert, ce qui m'a manqué, quand j'étais adolescent, quand j'étais militaire, et du coup je me suis dit, pour arriver à quelque chose, il faut que j'accepte que je suis pas que blanc, je suis noir, je suis gris, j'aime un peu le vert, mais je déteste le bleu. Et en fait, c'est d'accepter ces différences et peut-être parler autour de soi pour se dire, ah ouais, c'est vraiment ça que je veux. Et après, si on fait quelque chose où on est vraiment passionné, il n'y a plus qu'à. Yes. Alors attention, on va parler aux gens. Encore une fois, si on reprend notre tata préférée, Tata Rachel, elle pourrait vous dissuader de vous lancer. Donc allez voir des personnes, par exemple, qui ont peut-être qui sont là où vous aimeriez aller ou qui sont sur le chemin que vous aimeriez prendre. C'est possible aujourd'hui avec
le digital avec les réseaux sociaux, de contacter des gens qui vous répondront. Vous sous-estimez sûrement le nombre de personnes qui ont envie de donner et qui seront contents de recevoir un message du style Florent, je vois que tu as réussi, est-ce que tu peux me dire comment tu as fait? Un peu, il y a un livre excellent, L'autoroute du millionnaire, et c'est très américain plutôt que français malheureusement. Il y a quelqu'un qui rentre dans sa belle voiture qui a 24 ans, je crois. Il vient d'acheter une glace, il rentre dans sa belle Lamborghini et un jeune qui vient le voir, il dit comment t'as fait? Comment t'as fait pour acheter ta Lamborghini? Et en fait, quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il a fait, numéro un, vous vous intéressez à lui. C'est toujours bon. Et derrière, vous allez tomber sur des gens qui vont vous simplifier en fait la démarche intellectuelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pour se lancer, ce qu'il faut pour passer un next step, ce qu'il faut pour aller chercher un projet à 5 millions, en fait, c'est que ça devienne quelque chose que des gens que vous identifiez comme normal ont fait. Si quelqu'un qui vous semble normal, demain on mange tous ensemble, et ben en fait, ce qu'on a fait vous paraîtra normal puisque on est dans votre cercle humain. On n'est plus dans un cercle distant. Il y en a qui m'ont des fois au téléphone, ah ouais, c'est la même voix que sur YouTube et tout. Je dis, mais c'est la même voix et c'est la même tête et on s'en fout en fait. On est tous juste des êtres humains. Et il faut débloquer. Et pour ça, je crois que il faut aller sortir de chez soi. Il faut rencontrer effectivement, comme tu dis, des gens qui sont là ou qui ont la démarche comme vous ou qui sont là où vous voulez être. Les masterminds, ou les séminaires à un autre niveau, c'est les meilleures façons. On s'est rencontrés dans un salon. On aurait pu rester chez nous tranquillement. Moi, je me rappelle le retour de Bordeaux, j'ai eu 2-3 heures de retard. Pour un trajet de 4 heures en train, j'ai eu 3 heures de retard, quoi. Mais ce que je suis allé chercher là-bas, c'était un kiff. Alors, j'ai fait aussi une presse et puis d'aller discuter avec les gens. Et moi, je suis toujours dans ces trucs-là. Si j'arrive à donner le déclic à une personne, c'est magnifique. Donc, allez vous connecter. Je pense qu'effectivement, c'est le meilleur des conseils que tu peux donner. Et juste n'écoutez pas forcément Tata Rachel. On a bien Tata Rachel pour les repas qu'elle va faire, peut-être les gâteaux, peut-être quand vous allez faire par exemple une diète médiatique. Donc je vous encourage à faire ça, c'est-à-dire couper par exemple BFM et compagnie. Et Tata Rachel, c'est excellent parce que vous mettez FM Rachel et en fait vous aurez en fait un condensé des informations principales. Ça, je m'en suis rendu compte, je sais pas. Souvent, j'écoute plus les infos du tout, mais les informations importantes viennent à moi devant l'école ou n'importe où. Ça vient à toi. Et donc, c'était un peu d'humour, mais voilà, écoutez les bonnes personnes et souvent les personnes bienveillantes dans votre famille. C'est pas les bonnes personnes. Elles sont bienveillantes, mais en fait, elles vont être le miroir de leur peur. Encore une fois, comme les haters. Et du coup, vous vont dire que oui, non, il vaut mieux rester salarié parce qu'entrepreneur, c'est compliqué. Comment tu vas faire? Il y a des charges. Donc, tout ça, ils ont raison sur le principe. Mais c'est pas votre vie. Si c'est pas votre vie, vous savez, il y a tous les moutons qui suivent le troupeau. Et il y en a un, il veut sortir du troupeau. Il sait que c'est plus dangereux, mais voilà, il a vu un truc à côté, il a envie d'y aller. Si c'est votre cas, et c'est l'objectif du podcast, c'est allez-y quoi. Allez vous brûler un peu les ailes. Allez apprendre. On va prendre des casseroles, mais on se relève tranquillement quoi. De toute façon, regarde, j'ai pas eu de BEPC, j'ai aucun diplôme, j'ai pas de bac, j'étais un ancien militaire et j'ai fait tout ça. Donc, je veux dire, je suis la science, logique qu'on peut partir de rien et faire de belles choses. Tout à fait, carrément. Yes. Étape par étape, avec tu es le principe même de l'effet cumulé de marchand de bière. C'est-à-dire qu'on commence par une petite OP, mais on commence. La différence, c'est ça. La seule différence entre ceux qui font et les autres, c'est qu'ils ont commencé par une première étape. Et ensuite... C'est à chaque fois la question qu'on me pose sur LinkedIn. Comment tu as fait 259 opérations? Je lui dis, j'ai commencé par une. C'est ça. Ronaldo, il a mis 800 buts, je crois, mais il a commencé par un. Et moi, j'ai fait pour apprendre. La différence, c'est que j'ai pas fait pour gagner, j'ai fait pour apprendre. Pour gagner pour apprendre, pas gagner pour faire du profit. Et comme j'ai fait pour apprendre, donc j'ai forcément appris. Et j'en ai tiré un petit profit. Et puis j'ai voulu apprendre encore. Donc j'ai appris dans l'action. J'ai pas appris dans la lecture, j'ai pas appris sur les réseaux sociaux, j'ai appris par l'action. J'ai dit, je signe et puis je verrai. Et puis je signe et puis je verrai. La première année, j'en avais signé 15. Et la seconde année, j'en ai signé 30. Donc en fait, voilà, ça part que de là, quoi. C'est ça. Si vous découpez votre objectif, vous avez l'objectif de faire, comme Florent, 259 biens immobiliers, c'est OK.
Par contre, si vous découpez ça en 259 parties, bah, c'est juste une succession d'achats immobiliers. Donc vous allez faire une fois 259 OP. Répéter la même. En fait, bah, vous découpez et en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez le faire voilà, sans vous en rendre compte. Après, chacun votre rythme. Le but, c'est de kiffer sa life, en fait. Tout ça, c'est qu'un jeu. Tu peux en faire 3, tu peux en faire 2, en faire qu'un seul. Hein. Mais c'est kiffer, ça va être pareil, voilà, de la société que vous voulez monter. Forcément, si vous avez le feu sacré, vous allez réussir. Ok. On ne sait pas comment au début. Quand on se met à marcher, tu as pris l'exemple et c'est vrai. En fait, vos parents, ils avaient la conviction que vous alliez arriver à marcher quand vous étiez petit. Et même vous. Pas. Et pourtant, vous avez échoué, mais échoué. Mais les parents, ils savent que normalement, si tout se passe bien, entre tel âge et tel âge, vous allez apprendre à marcher. Donc, vous allez tomber. Et d'ailleurs, on le voit bien. Hein, si au-delà d'un certain âge, les parents vont commencer à s'inquiéter si vous ne marchez pas. Si vous n'arrivez pas à faire la position debout, à vous retourner. Il y a des... Ah oui, mais au bout de 3 mois, il faut faire ça. Au bout de 6 mois, comme il y a un cadre, et si vous dépassez, hop là, chez le médecin, c'est une catastrophe. Jusque-là, ils ne s'inquiètent pas. Et notre seul problème, c'est qu'on nous a tué nos rêves. Donc, on était très fort de notre naissance, donc 4 ans, 5 ans. Et puis après, tous les trucs qu'on a voulu faire, on nous a dit non. Du coup, on a retiré tout ça. Donc, il faut... Mais si on revient à ces années basiques, on est tous capables de faire des choses extraordinaires. Donc, tu connais la phrase, on surestime ce qu'on est capable de faire à court terme, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme. Ça veut dire que bien souvent, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est juste un petit muscle interne. Et le podcast, il est là pour ça, pour vous faire travailler ce petit muscle à l'intérieur. Il me reste 2 questions pour terminer sur le podcast. La première, c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? La baguette magique. Alors, si j'ai une baguette magique, j'ai droit à 2 baguettes ou une baguette? Allez, 2 si tu veux. Ben, une baguette, je vends ma plateforme Wim 10 millions et j'arrête. D'accord. Et baguette en arrière, je rentre au centre de formation du TFC, là où j'ai raté mes tests pour devenir footeux, ouais. Tiens, c'est marrant ce que tu viens de dire, parce que est-ce que tu penses vraiment, si tu fermes les yeux et que tu revends à 10 millions ta application, est-ce que tu penses vraiment, parce que là tu peux plus nous mentir après plus d'1 heure de podcast, est-ce que tu penses vraiment que t'arrêtes? Alors non, j'arrête pas. Ouais, nous la fait pas à nous, hein. Et maintenant on se connaît, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. J'arrête pas. Je dépense beaucoup d'énergie, de temps et mon savoir sur la négociation pour aider les malnutris. Donc je vais consacrer peut-être 70% de mon temps à développer tout un univers d'enfants pour les enfants. Et oui, bien sûr que je continue à faire 2-3 flips sur la Côte d'Azur ou à Monaco ou je ne sais où. Donc oui, je continue, mais plus en mode industrialisé comme je suis en train de faire. Excellent. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Il est tradition de laisser le mot de la fin à l'invité. Donc, je vais conclure et ensuite, je te laisserai le mot de la fin pour terminer ce podcast. En tout cas, moi, j'étais ravi de te recevoir. J'ai pris vraiment un grand plaisir. On a partagé beaucoup de valeurs. Donc, merci à toi. Merci à tous ceux qui nous suivent encore à ce moment-là. Donc, vous allez mettre, pour ceux qui sont encore là, dans les commentaires, le mot « marchand ». Ça me permettra de savoir qui regarde vraiment jusqu'au bout. Vous mettez dans les commentaires le mot marchand et prenez quelques instants pour liker cette vidéo, cet épisode de podcast. Selon là où vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, likez. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, laissez un avis 5 étoiles et abonnez-vous. Vous savez, c'est le jeu des algorithmes. Ça vous prend quelques secondes et c'est le meilleur moyen de nous remercier. Pour le contenu, si vous avez kiffé cet épisode, si vous kiffez le why, bah ça permet, vous savez, c'est un jeu de référentiel, c'est-à-dire que plus il y a d'interaction, plus on remonte, et plus on remonte, plus on est visible, et ben plus on peut aller chercher des ressources et vous donner le maximum de valeur. Donc je vous remercie et nous on se retrouve pour un prochain épisode et je laisse le mot de la fin à Florent. Le mot de la fin, merci beaucoup, bravo. Et l'armée, j'ai beaucoup appris de l'armée. Et l'armée, on avait une compagnie qui, le message était là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc si vous avez la volonté, vous trouverez tôt ou tard votre chemin. Donc persévérez et bon courage à tous et à tous.